Dimanche 9 août 2020. Vidéo intitulée « Dogme erroné de la contagion ». Les citoyens ne peuvent pardonner ni au Haut Conseil de santé français, ni au gouvernement, ni à tout chercheur qu'ils admettent depuis près d'un siècle et demi les dogmes pasteuriens entravant l'intérêt des progrès de la science, aboutissant et à la dégénérescence de notre descendance, jusqu'à provoquer actuellement des paniques économiques et sociétales par des solutions ridicules et inopérantes telles le confinement et le port, au moins non hygiénique, du masque. Voilà pourquoi nos médecins, pharmaciens, biologistes vous proposent de transmettre les preuves que la contagion entre humains est on ne peut plus fausse grâce au livre du professeur Jules Tissot, Constitution des organismes animaux et végétaux, cause des maladies qui les atteignent. Le dogme de la contagion. Ce dogme attribue au développement des épidémies, à la transmission des maladies par les malades, aux individus sains ou à l'absorption de matières alimentaires souillées par les déjections des malades. Le respect de ce dogme et de ceux de la panspermie atmosphérique et de l'asepsie des êtres vivants ne pouvait pas permettre aux bactériologistes de parvenir à la notion de l'aliment virus et à la notion de la contamination par ingestion de ces aliments. Depuis les recherches de Pasteur, les virus sont considérés comme des espèces déterminées qui végètent en se perpétuant sur les matières organiques diverses et dont l'origine serait très ancienne. C'est là une erreur. Une espèce bactérienne ou diffomicète ne vit pas longtemps dans la nature où elle ne trouve pas des milieux favorables à sa conservation. Les virus et toutes les cultures bactériennes qui existent ont pour origine exclusive, l'organisme des êtres vivants, animaux et végétaux qui les répandent avec leur déjection ou par la décomposition de leur corps après la mort. Mais ce n'est pas là l'origine des virus qui contaminent l'homme et causent ces maladies hétérogènes. Ces virus sont presque exclusivement les aliments et particulièrement les aliments végétaux. Il est connu depuis longtemps que la suette miliaire n'est pas contagieuse. Le rapport de Marinescu sur l'épidémie de poliomyélite de 1927 en Roumanie indique que sur environ 500 cas, il n'y eut pas plus de 2 ou 3 cas où la contagion puisse être incriminée et que la contagion n'avait pas eu lieu, même dans des cas où un enfant partageait le même lit qu'un malade. Les lésions du rhinopharynx indiquent qu'elles sont la porte d'entrée du virus de la poliomyélite. La statistique de l'épidémie montrant que ce sont surtout les enfants de 6 mois à 3 ans qui sont atteints et ceux de 6 mois à 2 ans en plus grand nombre. Je vais à la page suivante. En plus grand nombre que ceux de 2 ou 3 ans, démontre que c'est l'alimentation toute spéciale des enfants, les bouillies de céréales ou le lait de vache, qui ne peut être, dont les molécules ne peuvent pas être facilement digérées, contaminés par la litière, qui sont la source du virus, et que,
Par conséquent, c'est par ingestion de l'aliment virus qu'a lieu la contamination. La maladie affecte la forme épidémique parce que l'aliment virus introduit ou existant dans une région déterminée détermine par ingestion ou contamination la contamination journalière d'un certain nombre d'enfants. Pour la diphtérie, le siège de la lésion, la nature du virus, le cladosporium et d'autres formes conidiennes des céréales, ainsi que l'âge des sujets atteints, prouvent que c'est par ingestion du virus et non par contact avec des malades que se produit la contamination. Il est admis que la contamination de la peste et la propagation du virus se font par le rat. On sait que lorsqu'une épidémie de peste se développe, les rats et autres rongeurs sont atteints avant l'homme, mais cela ne prouve pas que c'est le rat qui communique la peste à l'homme. L'étude de Nikhanorov sur le foyer endémique de peste du pays des Kirghizes nous apprend que le nombre des spermophiles pesteux, qui est nul au mois d'avril, s'accroît progressivement pendant les mois de mai, puis juin, atteint un maximum de 9% au mois de juillet, au moment de la maturité d'une plante cultivée pour sa graine, appelée Courmachique, Agrophyllum arenarium, Chenopodiacée. Ce fait démontre que si la peste se transmettait toujours chez le rat par contagion ou par les puces, elle continuerait à contaminer les rats restés indemnes après que la proportion des contaminés a atteint 9%, et l'épizootie ne se terminerait que lorsque tous les rats seraient morts. L'étude de Nikhanorov nous apprend en outre que les épidémies de peste chez l'homme coïncident soit avec la récolte et le battage, soit avec une abondante récolte de Courmachique, fait connu des habitants qui, dit Nikhanorov, attendent ordinairement la peste dans la région où la récolte a été bonne et souvent en raison des pluies qui s'abattent à ce moment. Le fait que le rat contracte la peste avant l'homme ne signifie pas que c'est lui qui le contamine. Il signifie seulement que le rat se contamine avant l'homme par ingestion de l'aliment virus. Le fait qu'en avril, on ne trouve pas un seul rat pesteux sur 100 sujets et qu'en juillet, au moment de la récolte de la plante, il y en a 9%, signifie qu'entre ces deux dates, un virus qui est un aliment du rat s'est développé. On ne peut pas invoquer ici un virus préexistant et on est bien obligé d'admettre que l'infection des premiers rats pesteux a lieu par ingestion directe du virus développé et non par contagion. L'ensemble de ces faits nous démontre donc que la contamination des individus sains par les malades n'est pas la cause des épidémies. Dans toute épidémie, les cas sporadiques du début sont la preuve formelle d'une infection qui ne peut pas se produire par contagion puisque ce sont les premiers atteints et donc contaminés par autre chose que les hommes, et qui ne peut se produire que par ingestion d'un aliment virus. La démonstration de ce fait est formelle pour la diphtérie, et pour cause. Des années durant, le professeur Tissot a étudié cela en détail. Le dogme de la contagion est donc faux, et il est abusif, inadmissible qu'on se base sur lui pour rendre obligatoire des vaccinations qui sont nocives pour l'organisme et dont l'efficacité n'a été démontrée par aucune preuve. L'étude des virus diphtériques et tétaniques, faite dans ce livre, fournit une démonstration éclatante de cette affirmation en faisant connaître les causes de l'absence totale d'efficacité des vaccins utilisés contre eux. Voilà, nous vous avons dit l'essentiel. Maintenant, chers concitoyens, à vous de propager l'information et de remettre le livre du professeur Tissot à l'imprimerie.
Il faut que les savants, il faut que les biologistes se mettent au parfum. Voilà, merci, au revoir.